Au cœur de l'Inde, se dressent les ruines d'une civilisation oubliée. Pendant des milliers d'années, les souverains indiens ont construit des palais aux lignes saisissantes, des forteresses imposantes et des temples richement décorés. Ils vénéraient le plaisir des sens et ont gravé leurs croyances dans la pierre. Mais ils ont dû se battre pour préserver leur mode de vie. De leur culture aujourd'hui disparue, notre époque n'a retenu que le Kama Sutra. Nos historiens se sont rendus sur place pour en savoir plus. Certaines positions sont si acrobatiques qu'elles pourraient faire rougir un anthropologue. Pourquoi ont-ils créé une imagerie aussi explicite? C'est un peu embarrassant. Partons à la découverte de ces royaumes du Moyen-Âge. Un monde de princes et de concubines, où des hommes dévoués à l'art du plaisir étaient aussi de farouches maîtres de guerre. Voici la civilisation disparue du Kama Sutra. Nous sommes en Inde. Il y a bien longtemps, ce qui est aujourd'hui la plus vaste démocratie du monde était gangréné par des guerres incessantes entre tribus et clans guerriers. Ici, à Khajuraho, dans un royaume surnommé le cœur de l'Inde, une dynastie de rois hindous, les Chandela, a édifié une étonnante cité de temples. C'était il y a 1000 ans. Pourtant, ce n'est pas leur splendeur qui a rendu ces sanctuaires célèbres, mais leur statuaire, très érotique. Christine Romy et Alex Evans se sont rendus sur place pour lever le voile sur cette civilisation extraordinaire et sur la société pensée par ses souverains au royaume du Kama Sutra. Ils espèrent que ces temples leur donneront les clés d'une culture où le sexe n'était pas tabou, car ces murs ornés évoquent un monde à des années-lumière du nôtre. L'art érotique a été placé entre le grand hall et le corridor. Ces scènes osées sont le premier contact avec la culture des anciens habitants de ces lieux. Elles sont inspirées du Kama Sutra. Ce traité, aujourd'hui célèbre pour sa compilation des 1001 positions amoureuses, a vu le jour à la fin de l'Antiquité. À l'origine, son rôle était de diffuser l'importance de l'amour et du désir, un enseignement tiré de très anciennes croyances hindoues. Christine Romy est archéologue, et même si elle a exploré les pyramides d'Égypte et la Grande Muraille de Chine, rien ne l'avait préparée à la découverte des temples de Khajuraho. Le souci du détail est absolument renversant. Vous imaginez l'énergie qu'il a fallu pour réaliser ce petit sanctuaire? Christine est bien décidée à déchiffrer ces figures. Salle après salle, de nouvelles sculptures s'offrent à nous. On croirait jouer à Où est Charlie? C'est fascinant. Ici, chaque personnage, chaque détail est sacré. Car ce qui est gravé dans la pierre est inspiré d'un traité religieux, le Kama Sutra, littéralement les aphorismes du désir. Ces textes, rassemblés voilà plus de 1500 ans, ont inspiré à Khajuraho des images d'un réalisme très cru. Certaines positions sont tellement acrobatiques, voire à la limite du réalisable, qu'elles pourraient faire rougir un anthropologue. Comprendre ce bréviaire de pierre est une façon de découvrir un mode de vie totalement étranger au nôtre. Pour les Chandela, le plaisir sexuel était un moyen de s'élever vers la spiritualité. Il jouait un rôle central dans la vie religieuse. À ce titre, les prostituées pouvaient exercer leur métier dans l'enceinte des temples. Danseuses, lors de festivals religieux, elles accordaient aussi leur faveur aux prêtres. Alex Evans est tailleur de pierre et expert en techniques de construction médiévale.
Il compare le travail de la pierre effectué à Khajuraho à celui des bâtisseurs de cathédrales. Le corps humain n'est pas du tout représenté de la même façon dans une cathédrale médiévale. Ici, les courbes sont très sensuelles. Au-delà des sculptures, ce qui l'intéresse, c'est de comprendre comment ces édifices millénaires tiennent encore debout. Car si leur décoration exprime la dévotion religieuse, leur structure, elle, est le produit d'un savoir-faire considérable. Les murs sont tellement chargés de détails qu'on a du mal à repérer les joints. Un pilier attire l'attention d'Alex. Façonné dans un bloc de pierre d'un seul tenant, il témoigne d'un talent remarquable. À vue de nez, cette colonne taillée dans un bloc pèse dans les 2 tonnes. C'est un travail assez impressionnant. Normalement, quand on élève un pilier, on superpose plusieurs segments. Car si la pierre comporte une faiblesse, c'est toute la structure qui s'effondrera avec la colonne. Les imposants piliers ne suffisent pas à soutenir l'immense tour qui surmonte le temple. L'édifice est aussi haut que la Statue de la Liberté. Mais avec ses 5000 tonnes, il est 20 fois plus lourd. Alex pénètre dans le sanctuaire. L'endroit est exigu, contrairement à ce que laisse imaginer la circonférence du temple. C'est vraiment le cœur du temple. Il n'est pas seulement là pour soutenir le bâtiment, mais ils ont dû construire des murs très épais pour supporter tout ce poids. Cette niche taillée dans le roc est un lieu sacré. C'est aussi le socle sur lequel repose la flèche de l'édifice. Dans le reste du temple, un ensemble de piliers soutient les poutres horizontales surmontées par les coupoles. Pour supporter la flèche principale, en revanche, les architectes de l'époque ont tout misé sur une immense colonne creuse. Les chandélas érigeaient des édifices aux toits élancés pour symboliser le sommet des montagnes. Car dans leur mythologie, le dieu Shiva vivait dans l'Himalaya. Ce dieu hindou a 1000 visages. À Khajuraho, on le vénère encore aujourd'hui comme le créateur de la vie. Plusieurs de ces temples offrent des images de divinités et de mortels dans des poses érotiques. Toutes évoquent le Kama Sutra. L'un de ces sanctuaires compte 646 personnages. Au début du Moyen-Âge, ces sculptures très évocatrices vont déchaîner la colère des chefs de guerre musulmans qui pillent et brûlent les temples hindous du nord de l'Inde. Les envahisseurs voient dans ces représentations du corps nu un affront à leur religion qu'il faut détruire à tout prix. Seulement, les chandélas ne sont pas de simples bâtisseurs de temples aux mœurs légères. En étudiant les sculptures qu'ils ont laissées, Christine découvre qu'ils sont avant tout un peuple de guerriers férus de stratégie militaire. Et le jour approche où ce peuple, fervent disciple des plaisirs et des arts amoureux, devra défendre ses temples et son mode de vie. La cité de Khajuraho ne cesse de nous étonner. Tous ces temples sont richement décorés et certains dépeignent avec précision des scènes tirées du Kama Sutra. Cette imagerie de pierre a bien failli ne jamais nous parvenir, car d'autres peuples voyaient d'un très mauvais œil ces représentations impies. Sur ces sculptures, les maîtres du royaume se sont aussi fait représenter avec les attributs de puissants guerriers. Malgré les attaques, les chandélas ont tenu bon grâce à un système de défense perfectionné. Le fort de Kalinjar, perché sur une colline à 110 km de Khajuraho, en faisait partie. C'est de là qu'ils ont défendu leur temple sacré face aux envahisseurs musulmans. Du temps de sa splendeur, le site de Kalinjar accueillait une garnison forte de 45 000 fantassins, 36 000 chevaux et 640 éléphants.
C'était en quelque sorte le Pentagone du royaume Chandela. Christine s'est rendue dans cette région isolée. Elle cherche la trace des efforts fournis par les rois Chandela pour protéger leur temple. Sur le périmètre qu'occupait le fort, seuls quelques vestiges remontent à la période Chandela. Mais d'après ce qu'on a appris à Khajuraho, on sait que des constructions de cette dynastie devaient dominer le site et qu'elles abritaient les troupes qui défendaient ce territoire. Cette maçonnerie ciselée devait faire partie des fortifications Chandela. Les grandes chaussées d'autrefois ne sont plus aujourd'hui que des chemins poussiéreux qui serpentent entre les ruines. Christine guette les indices archéologiques. Elle veut comprendre comment les Chandela ont résisté à l'assaut brutal des troupes musulmanes et, ce faisant, sauvé les hauts-reliefs érotiques de Khajuraho. Les vestiges des immenses fortifications de Kalinjar, qui s'étiraient sur près de 8 km, dressent leurs carcasses morcelées à la lisière de ce plateau rongé par la végétation. Il y a 1000 ans, ces murailles formaient une barrière infranchissable. En 1019, une armée de guerriers musulmans venus d'Afghanistan met ses défenses à rude épreuve. Ils sont des dizaines de milliers et entament le siège de la forteresse au rythme des tambours. D'ici, on aperçoit le bruit de quelques tambours, car c'est la fête au village en contrebas. Alors imaginez le vacarme que devaient faire plusieurs milliers de soldats afghans massés sur la plaine. Ça fait froid dans le dos. D'autant plus que cette armée redoutable sème la terreur dans les royaumes indiens depuis plus de 20 ans. À présent, ces chefs ont décidé de s'approprier les richesses du clan Chandela et de détruire les temples de Khajuraho voués au plaisir. Mais la forteresse de Kalinjar verrouille la région et sa prise s'annonce difficile. Les assaillants doivent gravir 200 mètres de dénivelé dans une jungle épaisse, escalader des parois rocheuses protégées par des essaims d'abeilles tueuses et surmonter d'imposantes murailles. Chaque assaut est repoussé. L'ennemi n'a qu'une solution, encercler la montagne fortifiée et en faire le siège jusqu'à ce que la garnison Chandela soit affamée. Comment les assiégés ont-ils réussi à tenir? Accompagnée d'Ay Jay Singh, un guide local, Christine découvre un élément de réponse. Cet escalier creusé dans la falaise permettait aux Chandela de rejoindre en toute sécurité le talus en contrebas de la forteresse. Incroyable! Il leur donnait aussi accès à une ressource précieuse. L'escalier est taillé à même la roche. C'est un ouvrage absolument extraordinaire. On voit encore les coups de ciseaux des tailleurs de pierre. Évidemment, c'est moins fignolé que les murs des temples. Il fait vraiment sombre. En bas des marches, Christine découvre pourquoi des hommes se sont donné tout ce mal. Ils faisaient des réserves d'eau de pluie. Un vaste réservoir souterrain s'ouvre devant les visiteurs. Il fallait stocker beaucoup d'eau pour tenir des sièges qui duraient plusieurs mois. Cette citerne jouait un rôle vital. Elle mesurait 30 mètres de long sur 12 mètres de large et 3 mètres de profondeur, soit une capacité de 1100 mètres cubes. Lors des conflits, le succès militaire reposait autant sur les murailles de la citadelle que sur la présence de réservoirs comme celui-ci, alimentés en permanence par des sources souterraines. La colline sur laquelle se dressait le fort de Kalinjar domine encore le paysage. D'ici, les Chandela contrôlaient l'accès à leur royaume. C'est ainsi que pendant plus de 2 siècles, ils vont repousser les assauts des armées musulmanes. Ces murailles longues de 8 km s'élevaient sur 3 étages et atteignaient 3 mètres d'épaisseur.
Même si la vocation de Kalinjar était militaire, on y trouve aussi des temples magnifiques. Ici, pas de culte voué à l'art de l'amour. Celui que l'on vénère, c'est le guerrier ultime. Cette colline est un lieu sacré depuis la nuit des temps. À l'époque des Chandela, on vénérait Shiva, le créateur des mondes à Khajuraho. Tandis qu'ici, au fort, on adorait Shiva, le destructeur. Cette statue de 7 mètres représente Shiva prêt au combat. Fervents adorateurs du dieu, les Chandela ont choisi ce lieu sacré pour y édifier un fort d'où ils pourront repousser leurs ennemis. Sûrs de leur puissance militaire, ils y célébraient aussi la force destructrice de Shiva à la barbe de leurs adversaires. Ce temple n'a pas toujours été ouvert aux 4 vents. Il y a 1000 ans, ces colonnes ouvragées soutenaient un toit pyramidal qui recouvrait l'accès à un autel creusé dans le roc. La forteresse de Kalinjar a protégé les temples de Khajuraho et leurs sculptures érotiques de la destruction. Elle a aussi préservé le royaume Chandela de l'occupation musulmane. Grâce à elle, la religion hindoue et les principes du Kama Sutra ont pu s'épanouir. Christine Romy poursuit son exploration du royaume des Chandela. Les souverains de cette dynastie se sont évertués à protéger les temples où ils vénéraient leurs dieux. Des ouvrages décorés, voilà un millénaire, par des scènes inspirées du Kama Sutra. Mais quelle était exactement l'étendue du site de Khajuraho? Les édifices qui s'offrent au regard des visiteurs ont résisté aux outrages du temps, aux guerres et à la jungle envahissante. Mais ils ne représentent qu'une fraction de cette cité extraordinaire. Aujourd'hui, 25 temples sont encore visibles à Khajuraho. Mais selon la légende, il y en avait 85 autrefois. C'est énorme. Je vais de ce pas tâcher de découvrir si tout cela est vrai. Christine se met aussitôt en quête des temples perdus autour de Khajuraho. Alex Evans, lui, met à profit son expérience de tailleur de pierre. Il examine les murs des édifices sacrés pour comprendre la technique des bâtisseurs. Je ne crois pas que ces joints soient d'origine. Ils ont été rénovés avec un mortier très dur. Cette couleur rose vient probablement du sable qui a été utilisé. Tout ça ne me donne pas une idée très nette des joints tels qu'ils étaient à l'époque. C'est ça que j'aimerais voir. Les travaux de restauration brouillent les pistes. Alex veut trouver des éléments restés en l'état. Cela tombe bien. À 2,5 km de Khajuraho, près du village de Jatkari, des fouilles récentes ont mis au jour les vestiges d'un temple immense. Jusqu'en 1999, ce lieu n'était qu'un monticule de terre et de rochers. En les déblayant, les archéologues ont vu apparaître une plateforme richement sculptée. Pour un archéologue, cet endroit est un vrai paradis. Si on se réfère aux édifices de Khajuraho, on voit bien que seule une petite portion de celui-ci est visible. Mais elle a été très bien conservée. Regardez cette superbe frise, ce cortège de soldats et d'éléphants qui vont à la guerre. Les détails sont bluffants. On voit une minuscule ceinture, les reines des éléphants. Cette petite procession est magnifique. Ça me donne envie d'en trouver d'autres. J'y retourne. La frise est remarquablement préservée. Une découverte prometteuse car c'est peut-être le signe que d'autres temples sont encore enfouis. Alex pense que le socle du bâtiment aujourd'hui effondré
détient peut-être la réponse qu'il n'a pas trouvée à Khajuraho. Les joints font pratiquement tous 1 mm, voire moins. Chaque pierre est taillée pour s'emboîter parfaitement avec la suivante. Je vais vous montrer à quel point c'est du travail de pro. C'est le test du billet de banque. On s'en sert encore aujourd'hui pour voir s'il y a des jours dans un mur de pierre. Impossible de le glisser. Ça montre que les artisans de l'époque savaient ce qu'ils faisaient. Alex tient enfin sa preuve. Cela confirme son idée. Les bâtisseurs n'ont pas utilisé de mortier, seulement des agrafes en fer pour assurer la cohésion des blocs de pierre. Ici, seule la dalle principale du bâtiment est encore visible. Le reste s'est effondré et gît éparpillé un peu partout sur le site. Pour notre tailleur de pierre, c'est l'occasion d'étudier la technique utilisée à l'époque pour bâtir ces édifices complexes. Ils assemblaient les pièces par emboîtement. Ça, c'est le côté femelle. Pratiquer ce genre d'encoche, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ça permet de solidariser de gros éléments en pierre. Je me demande si la partie mâle est dans le coin. Alex nous fait une démonstration de ce procédé de construction. Voilà, c'est une partie mâle. On voit même la trace laissée par l'outil du tailleur. Elle est un peu plus petite. Vous voyez, ça laisse un peu de jeu. Ce système de pierres emboîtées, un peu comme un puzzle en 3 dimensions, a permis aux bâtisseurs de construire des édifices à la fois complexes et robustes. L'examen des fragments qui jonchent le sol révèle quelles techniques de maçonnerie ont été utilisées. Alex sait déchiffrer chaque marque laissée sur la pierre. Il reconstitue étape par étape les procédés des artisans qui ont travaillé ici il y a 1000 ans. Les traces les plus grosses ont été faites par un outil qu'on appelle une pointe-rolle. Sa forme permet de dégrossir rapidement le bloc de pierre. La force est démultipliée. On taille avec un mouvement de balancier. On avance sur la surface. Les lignes diagonales montrent comment ils ont procédé. Les petites dentelures marquent l'endroit où le ciseau s'est arrêté. Ici, ici et là. J'aimerais bien savoir si des tailleurs de pierre ou des sculpteurs travaillent encore de la même façon. Les ruines de ce temple perdu font renaître sous nos yeux la vie et le savoir-faire des bâtisseurs médiévaux. Les indices relevés sur le site par nos 2 enquêteurs nous permettent d'imaginer l'apparence du bâtiment du temps de sa splendeur. Il se dressait sur une esplanade plus vaste que le plus grand temple encore debout de Khajuraho. Sa flèche se hissait sans doute à 35 mètres au-dessus du sol. Christine, encouragée par ses premières découvertes, explore les alentours. La taille de ce site est impressionnante. À une centaine de mètres, un monticule attire son attention. Serait-ce un autre temple disparu? Il y a toute une statuaire à demi enfouie dans le sol et personne n'y a touché, c'est une chance. Christine dégage délicatement la statue d'une divinité. On pense qu'il y aurait 59 autres temples sur le site de Khajuraho. Aujourd'hui, ils sont recouverts par des champs et des pâturages. C'est ce qui fait la magie de cet endroit. Cette statue, disparue depuis des centaines d'années, marque l'emplacement d'un ancien lieu de culte. Une preuve supplémentaire de la richesse et de l'étendue de la cité sacrée. Si le mythe des 85 temples est vrai, cette sculpture n'est qu'un exemple des dizaines de milliers de représentations créées sur une période d'1 siècle. Impressionné par l'immense travail que représente un tel chantier, Alex visite un petit atelier à Khajuraho. Il veut reproduire les gestes des artisans médiévaux. Ce qui est étonnant, c'est que les tailleurs de pierre des temples avaient sans doute la même technique, il y a 1000 ans. Il y avait le sculpteur, le tailleur de pierre
et de simples équarrisseurs qui dégrossissaient les blocs comme je le fais. À l'époque, l'endroit devait résonner des coups de ciseaux sur la pierre. Ça vous donne une idée du nombre de personnes qui devaient travailler ici. Ils étaient sûrement des centaines, voire plus. Plusieurs générations de sculpteurs devaient se transmettre ce savoir-faire, de père en fils. Créer une statue comme celle-ci à partir d'un bloc de pierre prend 60 jours. Si on me demandait de faire la même chose avec ce genre d'outils, je changerais de métier. Khajuraho compte encore 25 temples debout et plus de 50 tumulus non dégagés entourent le site. La légende de la cité aux 85 temples pourrait donc bien être vraie. Voilà à quoi devait ressembler ce vaste ensemble à l'âge d'or de la civilisation Chandela. Sur 12 km², des dizaines de temples dressaient fièrement leur tour au-dessus d'une jungle épaisse. Nos experts poursuivent leur enquête à 180 km à l'ouest de Khajuraho, sur l'île fortifiée d'Orcha. Ici aussi, les rois hindous célébraient les délices du Kama Sutra. Christine veut en savoir plus sur les habitants de cette cité. Orcha devait être la perle du royaume Bundela. Pour nous, elle explore les vestiges du passé à la recherche d'indices sur les mœurs des maîtres des lieux. De son côté, Alex, lui, va s'intéresser au savoir-faire qui a permis à ce peuple de construire des bâtiments imposants. Ici, des génies de l'architecture ont vu les choses en grand. L'entrée est somptueuse. Tous ces détails, c'est incroyable. Orcha est une ancienne forteresse hindoue installée dans un décor époustouflant sur une île de la rivière Bedva. Comme les bâtisseurs des temples de Khajuraho avant eux, les habitants de la région vivaient dans la crainte de leurs ennemis musulmans. Aussi ont-ils protégé leur île derrière de hautes murailles. Avec l'eau, c'était une barrière supplémentaire. Aux abords de la cité, Alex découvre la ligne défensive voulue par la dynastie Bundela. Il espère en apprendre plus sur leur talent militaire. Quelle muraille! 6 mètres de large, 6 km de long, c'est impressionnant. Quiconque tentait d'approcher la citadelle devait franchir cette barrière. On dirait qu'elle a été construite pour repousser les éléphants. C'est un ouvrage colossal. En y regardant de plus près, Alex découvre que le mur n'est pas maçonné. Ils ont empilé les grosses pierres en les calant avec d'autres, plus petites. Ils ont coincé dans les interstices de façon à empêcher l'ensemble de bouger. Les Bundela ne faisaient pas les choses à moitié. Ces épaisses murailles étaient conçues pour résister à des ennemis venus en nombre. Mais Orcha était bien plus qu'une cité fortifiée. Ces murs abritaient un palais où les rois hindous venaient savourer les plaisirs de la vie et s'adonner aux excès les plus divers. Toujours en quête de l'héritage du Kama Sutra, Christine Romy a sollicité l'historienne Priyaline Singh pour un éclairage sur les ruines d'Orcha. Nous sommes au palais de Rai Praveen, une courtisane qui avait plus d'un talent. Elle était très belle, mais ce n'était pas l'épouse du roi. Non, c'était sa favorite. À tout point de vue, ce palais est une ode au plaisir. Il comprend des alcôves pour danseuses érotiques, des appartements en sous-sol pour les chaudes nuits d'été, et même un boudoir en terrasse pour les tête-à-tête du roi. Quel était le rôle d'une courtisane exactement?
Les courtisanes tenaient une grande place à la cour. Celles-ci distrayaient le roi en chantant, en dansant pour lui. Elles composaient des poèmes et déployaient ses charmes. En tout cas, son palais est extraordinaire. J'imagine qu'elle devait être particulièrement douée pour que le roi lui en ait fait cadeau. C'était son protecteur en un sens. Rai Pravin s'attirait les faveurs du souverain en se produisant dans son palais. Cet endroit devait être magique par une nuit de pleine lune. L'air devait être chargé de parfums. Je l'imagine chantant devant le palais du roi. Avec le vent qui soulève les voilages de soie et les tapis somptueux. Grâce à toutes ces informations, nous pouvons nous représenter ce palais des plaisirs tel que ses occupants l'ont connu. Il rappelle à bien des égards les illustrations originales du Kama Sutra. Un nid d'amour des 1001 nuits, rafraîchi par la moindre brise grâce à ses nombreuses ouvertures. Mais tout ce luxe ne saurait faire oublier la réalité moins glorieuse de la vie des courtisanes. Quand on visite ce palais, on est tenté d'imaginer que ces femmes menaient une existence somme toute très romantique. En réalité, c'étaient souvent des prisonnières de guerre ou des jeunes filles qui étaient vendues aux souverains contre leur volonté. Pour se hisser au rang de favorite, tous les coups bas étaient permis. La vie d'une courtisane était loin d'être remplie de poèmes d'amour et de chansons. Rai Pravin faisait partie des privilégiés. Ses talents de séductrice et d'amante lui ont valu un palais où satisfaire les désirs de son maître. Autrefois, il était entouré de jardins pour le plaisir des sens et sa conception était très en avance sur son temps. Remarquez le système d'irrigation. Une rigole principale alimente plusieurs bassins. Les architectes ont imaginé ici un procédé original pour créer une sorte de climatisation. Ainsi, le roi et sa courtisane pouvaient batifoler au frais dans leur appartement en sous-sol. De chaque côté du bâtiment, des bassins étaient remplis d'eau. Des bouches d'aération orientées vers le bas laissaient entrer le vent dans l'appartement. L'air se rafraîchissait au-dessus du bassin, pénétrait dans la pièce et chassait l'air chaud de l'intérieur. La présence de deux bassins assurait la pérennité du système, quel que soit le sens du vent. À la cour des Bundela, un procédé aussi sophistiqué était la marque d'un statut élevé. Mais ce qui frappe avant tout, c'est qu'il n'a pas été conçu par des architectes hindous, mais par leurs ennemis jurés, les Moghols. Pourquoi les techniques de cet empire musulman ont-elles été employées dans ce palais hindou? Pour l'archéologue Christine Romy, cet emprunt aux architectes moghols n'est pas si étonnant que cela. Au fil du temps, les Moghols ont cherché à étendre leur domination en Inde. Leurs armées semaient la désolation sur leur passage et les royaumes qui tentaient de leur résister étaient anéantis. Mais les souverains d'Orcha ont trouvé le moyen de s'accrocher à leur pouvoir. Ça, c'est une maison et ça, c'est un palais. Et ce n'est que l'extérieur. Vous imaginez la splendeur de l'intérieur? Au plus fort de l'invasion moghole, les rois Bundela acceptent de signer la paix et pour sceller cette nouvelle alliance, ils édifient un palais monumental, le Jahangir Mahal, en l'honneur de l'empereur moghol. Toutes leurs ressources sont consacrées non à la guerre, mais au plaisir. Priyaline Singh nous en dit plus sur cette opération séduction. Le palais est encore magnifique, mais à quoi ressemblait-il à l'époque des Bundela? Il était peint à la chaux et donc d'un blanc étincelant. Ce devait être le joyau du royaume. On peut le visiter? Bien sûr. Super.
Christine et Priyaline quittent les berges de la rivière pour explorer le Jahangir Mahal et découvrir à quoi il devait ressembler à son apogée. Plusieurs siècles avant sa construction, la dynastie des Chandela avait dû batailler dur pour protéger ses temples. Les Bundela, eux, choisissent l'arme de la diplomatie. Ce grand palais a été bâti pour être le cadeau somptuaire offert à l'empereur moghol Jahangir lors de son passage à Orcha. Pour impressionner le nouveau maître de l'Inde, les architectes veulent un bâtiment imposant. Alex Evans nous entraîne à la découverte des fondations colossales du palais. On se croirait dans une crypte. C'est le genre d'endroit qu'on peut trouver sous une cathédrale ou une église. Le chantier a dû aller vite. Les murs sont très épais pour pouvoir soutenir le poids du bâtiment. Un élément en particulier permet de faire le lien entre les bâtisseurs de Jahangir Mahal et ceux des temples de Khajuraho. Au-dessus de la porte, on voit deux blocs énormes, sans doute des linteaux. Ils supportent une partie du poids de la structure. Ils ont aussi ajouté une voûte. Les bâtisseurs d'Orcha ont emprunté aux Moghols leur technique de la voûte. Mais comme les tailleurs de pierre de Khajuraho, plus de 500 ans auparavant, ils se servent encore de linteaux pour renforcer la construction. Supporté par des murs faisant jusqu'à 4,50 m d'épaisseur, le palais se dressait à 36 mètres au-dessus du sol. Il dominait le paysage. Les Bundela espéraient éblouir l'empereur moghol et s'assurer ainsi une paix durable. Dans le cas contraire, leur avenir sous le joug musulman devenait incertain. Ils n'ont pas hésité à adopter les éléments typiquement moghols. Coupole, arcade, motifs géométriques. C'est une synthèse intéressante des architectures hindoues et mogholes. Les artisans Bundela couvrent le palais d'une véritable ménagerie de pierre. La cour est cernée de sculptures d'éléphants. Bien que l'endroit ait conservé l'aura de son faste d'antan, il n'est plus aujourd'hui que l'ombre du temple de la diplomatie et de la séduction d'autrefois. Dans le dédale des salles du premier étage, Alex et Christine essaient d'imaginer son apparence le jour de l'arrivée de l'empereur Jahangir. Ça, ce sont sûrement des mesures. Ils retrouvent des marques laissées par les bâtisseurs et des fragments de décoration. Ces motifs vernis aux couleurs vives sont superbes. D'où viennent-ils? Ce sont des fleurs de lotus stylisées, un motif typiquement indien. Mais la technique employée, avec des morceaux de céramique, vient certainement des Moghols. Donc là aussi, les cultures se sont mélangées. Cette salle était entièrement couverte de fresques, à part les endroits où il reste la céramique bleue. On distingue des restes de peinture ici et là. Ces fragments de céramique et de peinture nous permettent d'imaginer le palais à son apogée. De ce mariage de deux cultures très différentes est né un style original qui a su plaire aux envahisseurs moghols, au grand soulagement des souverains Bundela. Au terme de cette enquête, nous pouvons recréer l'apparence du Jahangir Mahal à cette époque. Le palais est le joyau d'Orcha. Sa façade blanchie à la chaux est sertie de céramique rutilante et richement ouvragée. Les voyageurs l'aperçoivent de loin. La dynastie Bundela ne se contente pas d'incorporer des nouveautés architecturales venues d'ailleurs. Elle succombe aussi au charme des plaisirs sensuels et aux mœurs décadentes de la cour.
Les illustrations les plus célèbres du Kama Sutra datent de cette période. Si leur contenu vient d'Inde, leur style est purement moghol, et donc musulman. À l'image de ces gravures, Orcha devient la ville de tous les excès où les souverains se complaisent dans le faste et les orgies. Les Bundela ont joué la carte du temps, subjuguant leurs ennemis pour préserver leur pouvoir et leur existence. Leur victoire aura été de préserver un mode de vie sensuel, plusieurs fois centenaire. Au cœur de l'Inde médiévale, 2 dynasties royales ont su faire vivre l'esprit du Kama Sutra. À 5 siècles d'intervalle, elles ont élevé des sanctuaires à la gloire du plaisir. L'une a bâti une cité de temples couverts d'un bréviaire de pierres érotiques et une forteresse pour protéger son royaume. L'autre a construit une citadelle au milieu d'une rivière et l'a défendue par le pouvoir de la séduction et de la diplomatie. Toutes deux ont préservé un mode de vie centré sur le plaisir sensuel. Les merveilles qu'elles nous ont laissées en héritage portent encore en elles le souffle puissant du Kama Sutra.